Le pouvoir de notre cerveau. Quel magnifique cadeau nous avons reçu à la naissance. Notre cerveau peut, semble-t-il, nous aider à accomplir pratiquement tout ce que nous désirons. Sa capacité est quasiment illimitée. Comme la plupart d'entre nous connaissent mal son fonctionnement, attardons-nous brièvement sur cet outil de pouvoir inégalé, ainsi que sur la façon dont nous pouvons le conditionner pour produire régulièrement les résultats que nous recherchons dans la vie. Saviez-vous que votre cerveau attend impatiemment chacun de vos ordres pour le mettre à exécution, et ce, quel qu'il soit? Tout ce qu'il lui faut, c'est un peu de combustible, l'oxygène de votre sang et un peu de glucose. Par sa complexité et son pouvoir, le cerveau défie notre technologie informatique, même la plus avancée. Il peut traiter jusqu'à 30 milliards de bits d'informations par seconde et comprend l'équivalent de 10 000 km de fils et de câbles. Le système nerveux de l'homme renferme environ 28 milliards de neurones, cellules nerveuses qui servent à transmettre les influx. Sans neurones, notre système nerveux serait incapable d'interpréter l'information que nous recevons par le biais de nos sens, de la transmettre au cerveau et d'exécuter les instructions de celui-ci. Chacun de ces neurones est un minuscule ordinateur, indépendant, capable de traiter environ 1 million de bits d'informations. Ces neurones agissent de manière indépendante, mais ils peuvent aussi communiquer avec d'autres neurones par le biais d'un étonnant réseau de fibres nerveuses de 160 000 km de long. Notre cerveau peut traiter l'information de manière stupéfiante, surtout quand on considère que l'ordinateur, même le plus rapide, ne peut établir qu'une seule connexion à la fois. En revanche, la réaction d'un neurone peut se propager à des centaines de milliers d'autres neurones en moins de 20 millisecondes. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, c'est environ 10 fois moins de temps qu'il n'en faut à votre œil pour cligner. Un neurone met 1 million de fois plus de temps à envoyer un signal qu'un interrupteur d'ordinateur ordinaire peut le faire, et pourtant, le cerveau peut reconnaître un visage familier en moins d'une seconde. Un exploit qui dépasse les capacités de la plupart des ordinateurs les plus puissants. Le cerveau peut atteindre cette vitesse parce que, contrairement à l'ordinateur qui fonctionne étape par étape, ces milliards de neurones peuvent tous s'attaquer à un problème simultanément. Comment se fait-il alors qu'avec cet immense pouvoir dont nous disposons, nous ne réussissons pas à être heureux en tout temps? Pourquoi sommes-nous incapables de perdre une habitude comme celle de fumer ou de boire, de trop manger ou de temporiser? Pourquoi ne pouvons-nous pas immédiatement nous défaire de notre dépression, surmonter notre frustration et être heureux chaque jour? Nous le pouvons. Chacun de nous possède le plus incroyable ordinateur de la planète, mais malheureusement, personne ne nous a fourni de mode d'emploi. La plupart d'entre nous n'ont aucune idée de la façon dont le cerveau fonctionne vraiment, de sorte qu'ils tentent de penser à un moyen de changer, alors qu'en réalité, notre comportement est enraciné dans notre système nerveux sous la forme de connexions physiques, de connexions neurales que j'appelle des neuroassociations. La neuroscience, l'outil d'un changement durable. Le mariage entre deux sciences entièrement différentes a permis de réaliser d'importantes percées dans la compréhension du cerveau humain. La neurobiologie, l'étude du fonctionnement du cerveau, et l'informatique. L'intégration de ces deux sciences forme une discipline que l'on appelle la neuroscience. Les neuroscientifiques étudient la façon dont se produisent les neuroassociations et ont découvert que les neurones envoient continuellement des messages électrochimiques qui empruntent des voies neurales. Cela ressemble un peu à la circulation sur une route achalandée. Toutes les communications ont lieu en même temps, chaque idée ou souvenir voyageant sur sa propre voie, tandis que des milliards d'autres influx empruntent des voies individuelles. Cet arrangement nous permet de sauter du souvenir de la fraîche odeur d'une forêt de résineux après la pluie, à la mélodie insistante d'une comédie musicale populaire, au plan soigneusement détaillé d'une soirée avec notre bien-aimé, à la taille et à la texture exquise du pouce d'un nouveau-né. Ce système complexe non seulement nous permet d'apprécier la beauté de notre univers, mais encore nous aide à survivre dans cet univers. Chaque fois que nous éprouvons une réelle douleur ou un vrai plaisir, notre cerveau en recherche la cause et l'enregistre dans notre système nerveux afin de nous permettre de prendre à l'avenir de meilleures décisions concernant notre comportement. Ainsi, sans neuroassociation dans votre cerveau, pour vous rappeler que vous vous brûlez si vous mettez votre main dans le feu, vous pourriez répéter cette erreur encore et toujours jusqu'à ce que votre main soit gravement brûlée. Les neuroassociations fournissent donc rapidement à notre cerveau les signaux qui nous permettent d'accéder à nos souvenirs et nous conduisent de façon sécuritaire dans la vie. Pour l'esprit terne, toute la nature est terne. Pour l'esprit illuminé, le monde entier flambe et rayonne. Ralph Waldo Emerson. Quand nous faisons une chose pour la première fois, nous créons une connexion physique,
Un mince fil neural qui nous permet d'avoir de nouveaux accès à cette émotion ou à ce comportement à l'avenir. Pensez-y, chaque fois que nous répétons un comportement, nous renforçons cette connexion. Avec un nombre suffisant de répétitions et une intensité émotionnelle suffisante, nous pouvons ajouter un grand nombre de fils simultanément, ce qui accroît la force de tension de ce modèle affectif ou comportemental jusqu'à ce que nous finissions par posséder une ligne principale pour ce comportement ou ce sentiment. C'est à ce moment-là que nous nous sentons obligés d'éprouver ce sentiment ou d'adopter ce comportement régulièrement. Autrement dit, cette connexion devient ce que j'ai déjà appelé une super autoroute neurale qui nous conduit sur une voie comportementale automatique et constante. Cette neuroassociation est une réalité biologique, elle est physique. Je le répète, c'est pour cette raison qu'il est habituellement inefficace de réfléchir pour changer. Nos neuroassociations sont des outils de suivi ancrés dans notre système nerveux sous forme de connexions physiques et non de souvenirs intangibles. Michael Merzenich de l'Université de Californie à San Francisco a prouvé scientifiquement que plus on adapte un modèle de comportement, plus il se renforce. Merzenich a cerné les régions spécifiques du cerveau d'un singe qui étaient activées quand on touchait un certain doigt de sa main. Puis il montra au singe à se servir surtout de ce doigt pour obtenir sa nourriture. Quand Merzenich relocalisa les régions du cerveau activées par le toucher, il constata que la région qui réagissait aux signaux transmis par l'usage supplémentaire de ce doigt avait grossi de près de 600%. Le singe continua surtout de se servir de ce doigt, même si on avait cessé de récompenser ce comportement, parce que la voie neurale était déjà fortement établie. Quant au comportement humain, on peut illustrer ce phénomène chez une personne qui n'aime plus fumer, mais a encore envie de fumer. Pourquoi est-ce le cas? Parce que cette personne a des connexions physiques qui l'incitent à fumer. Cela explique pourquoi vous avez pu, par le passé, éprouver de la difficulté à réaliser un changement dans vos modèles affectifs ou vos comportements. Vous n'aviez pas simplement une habitude, mais vous aviez créé un réseau de fortes neuroassociations dans votre système nerveux. Nous acquérons inconsciemment ces neuroassociations en adoptant constamment les mêmes émotions ou comportements. Chaque fois que vous vous laissez aller à la colère ou à crier après un être cher, vous renforcez votre connexion neurale et vous augmentez la probabilité que ce comportement se reproduise. Heureusement, les recherches ont montré que, en obligeant le singe à ne pas se servir de ce doigt, la région du cerveau où s'effectuaient ces connexions neurales s'atrophiait, diminuant ainsi la neuroassociation qui s'était formée. Voilà qui est heureux pour les personnes désireuses de modifier leurs habitudes. Il suffit de cesser d'adopter un comportement ou une émotion en particulier, de mettre fin à son habitude d'emprunter la vieille route pendant une période assez longue pour que la connexion neurale s'affaiblisse et s'atrophie, entraînant ainsi la disparition du modèle affectif ou du comportement paralysant. Cela signifie également que si vous n'utilisez pas votre passion, elle s'estompera peu à peu. De même, inutilisé, le courage s'amoindrit. Non exercé, l'engagement faiblit. Non partagé, l'amour se dissipe. Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. René Descartes. Le conditionnement neuroassociatif vous offre 6 étapes conçues spécialement pour modifier votre comportement en brisant les modèles qui vous inhibent. Mais il faut d'abord comprendre comment, au départ, le cerveau crée une neuroassociation. Chaque fois que vous éprouvez vraiment un plaisir ou une douleur, votre cerveau en cherche immédiatement la cause. Il est guidé par 3 critères. 1. Il recherche un élément qui lui paraît unique. Pour réduire le nombre de causes probables, le cerveau tente de distinguer un élément inhabituel dans les circonstances. Il semble logique que si vous éprouvez une sensation inhabituelle, elle est due à une cause inhabituelle. 2. Il recherche des éléments qui semblent se produire simultanément. C'est ce qu'en physiologie on appelle la loi de la résonance. N'est-il pas logique que ce qui se produit en même temps, ou à peu près, qu'une vraie sensation de plaisir ou de douleur soit probablement la cause de cette sensation? 3. Il recherche une constance. Si vous éprouvez une souffrance ou un plaisir, votre cerveau recherche immédiatement ce qui, autour de vous, est particulier et qui se produit simultanément. Si l'élément qui semble répondre à ces 2 critères semble également se produire régulièrement chaque fois que vous éprouvez une joie ou une souffrance, soyez certain que votre cerveau le désignera comme la cause de ces sentiments. La difficulté, certes, c'est que quand nous ressentons suffisamment de joie ou de souffrance, nous avons tendance à généraliser le caractère de la constance. Je suis certain qu'on vous a déjà dit « tu fais toujours cela », alors que vous faites cette chose pour la première fois.
Peut-être l'avez-vous dit vous-même. Comme les 3 critères qui régissent la formation des neuroassociations sont très imprécis, il est très facile de succomber aux fausses interprétations et de créer ce que j'appelle de fausses neuroassociations. C'est pourquoi nous devons évaluer les liens avant qu'ils ne s'intègrent à notre processus de décision inconscient. Il nous arrive trop souvent d'incriminer la mauvaise cause et de nous fermer ainsi à toutes les solutions possibles. J'ai rencontré une femme, une artiste reconnue, qui n'avait pas eu de relation avec un homme depuis 12 ans. Or, cette femme mettait énormément de passion dans ce qu'elle faisait, et c'est justement ce qui avait fait d'elle une grande artiste. Toutefois, quand sa relation s'est terminée, elle éprouva une profonde souffrance. Son cerveau en chercha aussitôt la cause en se concentrant sur le caractère unique de cette relation. Son cerveau nota que la relation avait été particulièrement passionnée. C'est ainsi que, plutôt que d'identifier ce trait comme l'un des aspects merveilleux de cette relation, la femme se mit à croire que c'était la cause de sa rupture. Il chercha également un élément qui s'était produit simultanément à la douleur et nota que la fin de la relation avait été précédée d'une période de grande passion. Lorsqu'il rechercha l'élément de constance, le cerveau désigna à nouveau la passion. Comme la passion répondait aux 3 critères, son cerveau décida qu'elle était sans aucun doute la cause de la fin si pénible de la relation. Ayant établi cet élément comme la cause, la femme résolut de ne plus jamais mettre autant de passion dans une relation. Voilà un exemple classique de fausse neuroassociation. Cette femme avait trouvé une fausse cause, laquelle allait désormais régir ses comportements et affaiblir ses chances d'établir une relation plus enrichissante à l'avenir. La vraie cause de la rupture tenait au fait que les partenaires avaient des valeurs et des règles différentes. Mais parce que cette femme avait associé sa douleur à sa passion, elle évitait désormais cette dernière à tout prix, non seulement dans ses relations, mais même dans son art. La qualité de sa vie tout entière en souffrit. Voilà un parfait exemple des étranges façons dont nous établissons parfois nos connexions. Nous devons comprendre comment notre cerveau crée des associations et remettre en question un grand nombre de toutes les connexions que nous avons acceptées. Ces connexions limitent peut-être notre existence et risquent de nous laisser insatisfaits et frustrés dans notre vie personnelle et professionnelle. Une façon de saboter sa propre réussite. Les neuroassociations mélangées, source classique d'autosabotage, sont encore plus insidieuses. S'il vous est déjà arrivé de vous lancer dans une entreprise, puis de la détruire, ce sont sans doute les neuroassociations mélangées qui ont été en cause. Votre entreprise fonctionne peut-être par à-coups. Elle prospère une journée pour patauger le lendemain. Qu'en est-il au juste? Voilà exactement ce qu'il en est quand on associe de la douleur et du plaisir à la même situation. Voici un exemple auquel un grand nombre d'entre nous peuvent s'identifier puisqu'il porte sur l'argent. Notre culture nous mène à former des associations extrêmement mêlées avec la richesse. Il ne fait aucun doute que les gens veulent avoir de l'argent. Ils pensent que l'argent peut leur procurer plus de liberté, de sécurité, le moyen de contribuer au bien des autres, d'apprendre, de voyager, d'élargir leurs horizons, d'apporter quelque chose de plus à la société. Mais, en même temps, la plupart des gens ne dépassent jamais une certaine limite de rémunération car, en eux-mêmes, ils associent le surplus d'argent à de nombreuses choses négatives. À la cupidité, au jugement des autres, au stress, à l'immoralité ou à l'absence de spiritualité. L'un des premiers exercices auxquels je soumets mes participants dans mes séminaires sur le destin financier consiste à jeter en vrac toutes les idées positives ou négatives qu'ils associent à la richesse. Parmi les éléments positifs, ils notent des éléments tels que liberté, luxe, aide, bonheur, sécurité, voyage, possibilité, changement positif. Parmi les éléments négatifs, habituellement les plus nombreux, les participants citent querelle avec mon conjoint, stress, culpabilité, insomnie, effort intense, cupidité, manque de profondeur et de satisfaction de soi, jugement des autres et impôts. Voyez-vous la différence d'intensité entre les 2 séries de neuroassociations? Laquelle, selon vous, joue le rôle le plus important dans leur vie? Lorsque vous décidez ce qu'il faut faire, si votre cerveau ne reçoit pas de signal clair sur ce qui est souffrance et ce qui est plaisir, il se surcharge et devient confus. Ainsi, vous perdez toute force vive et tout pouvoir d'entreprendre les actions décisives qui pourraient vous conduire à votre but. Si vous donnez à votre cerveau des messages mêlés, vous obtiendrez des résultats mêlés. Voyez le processus de décision de votre cerveau comme à une échelle. Si je faisais cela, en tirerais-je du plaisir ou de la souffrance? Et rappelez-vous que ce n'est pas uniquement le nombre de facteurs positifs ou négatifs qui compte, mais aussi l'importance de chacun d'eux. Vous associez peut-être davantage de plaisir que de souffrance à l'argent,
Mais il suffit qu'une seule des associations négatives soit très intense pour que cette fausse neuroassociation réduise vos capacités financières à néant. La barrière souffrance-souffrance. Que se passe-t-il lorsque vous arrivez à avoir l'impression que vous allez souffrir, quoi que vous fassiez? C'est ce que j'appelle la barrière souffrance-souffrance. Souvent, quand cela se produit, nous sommes paralysés. Nous ne savons absolument pas quoi faire et nous optons pour la solution que nous croyons être la moins pénible. Certaines personnes, toutefois, laissent cette souffrance les submerger complètement et souffrent d'impuissance acquise. Les 6 étapes du conditionnement neuroassociatif vous aideront à mettre un terme à ces modèles de comportement paralysants. Vous créerez de nouvelles voies, de sorte que vous ne vous contenterez pas de souhaiter effacer le comportement indésirable, ni de l'effacer à court terme, mais vous ferez à nouveau vos connexions de manière à éprouver des sentiments et à adopter des comportements compatibles avec vos nouveaux choix dynamisants. Si vous ne changez pas ce à quoi vous associez de la douleur et du plaisir dans votre système nerveux, vous ne pourrez réaliser aucun changement durable. Après avoir lu et compris les 6 étapes qui suivent, je vous incite à choisir un aspect de votre vie que vous désirez changer dès maintenant. Passez à l'action et franchissez chacune des étapes que vous êtes sur le point d'apprendre, afin de non seulement lire ce chapitre, mais de faire des changements à la suite de votre lecture. Apprenons maintenant, chapitre 6, comment changer n'importe quel aspect de sa vie.